peut-être on ne pourra pas répondre, traiter à toutes les questions, mais je prends une première rafale de questions sur, d'abord, quelle est la probabilité de récupérer les sommes, puisqu'on a cité une fourchette de 600 à 800 milliards d'euros dans l'avoir français détenu à l'étranger. Autre façon, alors peut-être subversion paradoxale de poser la question, est-ce que les politiques se sont-ils interrogés récemment sur l'opportunité des paradis fiscaux pour la richesse de leur pays? Autrement dit, est-ce que malgré tout ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il faut en garder un peu? Puis les questions plus radicales, peut-on blacklister, peut-on voir réémerger des listes noires au terme de ce travail de notation? Quelle est la faisabilité d'une suppression radicale et immédiate des paradis fiscaux? Voilà, donc peut-être à M. Daubert et aux autres s'ils veulent bien y participer à ce débat. L'idée que les paradis fiscaux ne sont pas utiles qu'aux paradis fiscaux est évidente. Les grands pays sont très heureux, ou au moins l'ont été, ou malheureusement peuvent le redevenir, d'avoir un paradis fiscal bien pratique. L'attitude de la Russie à l'égard de Chypre est très caractéristique. Dans les années 90, il y avait des milliards qui sont passés de Russie à Chypre pour être après redistribués et blanchis à une période abominable pour le capitalisme naissant oligarchique russe. Donc il y avait une espèce de commodité dans cette affaire. Bon, le Canada est très content d'avoir la Barbade apparemment et d'en avoir quelques autres. Et d'ailleurs, d'une façon générale, le Commonwealth et la livre derrière, la livre sterling, la City de Londres, ne peuvent marcher, enfin, non bien marché, entre guillemets, jusque-là, en particulier pour la City, enfin c'est un élément fondamental, que grâce à leurs paradis fiscaux. Jersey, il y a une étude qui avait été faite il y a 2 ou 3 ans, je crois que c'est le premier trimestre 2009, Jersey avait envoyé en un trimestre 300 milliards de livres de liquidités sur la City de Londres. Parce qu'évidemment, à Jersey arrive l'argent des pétrodollars, arrive de l'argent russe, maintenant de l'argent chinois, etc. Et il n'y a pas que Jersey, Guernesey, les autres sont pareils, mais Jersey probablement plus important. Et donc, il y a une espèce d'intérêt objectif là-dessus. Alors, de là à penser qu'il y a des pressions de lobby sur les gouvernements, c'est évident pour mettre en place, pour avoir mis en place ces systèmes. Bon, la France, franchement, sur le plan des paradis fiscaux, on est quand même, pas que ça sorte d'ici, mais enfin, on est assez nul. Je le dis avec ironie, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? En 1960, les Anglais ont fait leur décolonisation. Bon, nous aussi. Ils ont choisi comme système, ils ont donné l'autonomie ou l'indépendance à leur pays en leur disant, écoutez, vous allez avoir besoin d'argent parce que vous êtes en développement ou complètement sous-développé. Ben, écoutez, cet argent, vous allez vous le trouver vous-même, mais ça va être plus facile parce que on va vous donner le droit d'être un paradis fiscal et vous donner tout le dispositif. Nous, on a raisonné autrement et on a dit, on va vous aider et on va vous donner des subventions. Donc, ce sont deux philosophies. Alors, c'est un peu simplifié ce que je dis là, mais historiquement, ça s'est passé un petit peu comme ça. Ce qui fait que bon, la France n'est pas vraiment... enfin, on est un peu concerné parce qu'il y a de l'argent qui quitte la France, mais dire qu'on a organisé nous-mêmes, enfin, pour nous, volontairement, le paradis fiscal suisse, ça paraît un petit peu excessif vu les tensions qu'il y a depuis longtemps entre la France et la Suisse. Ça remonte presque à la nuit des temps, au moins à 1934 et même avant. Donc ça, c'était le premier point. Alors, la notation, ça veut dire, là, on est sur le plan du rassemblement de tous les critères plus ou moins respectés et pris en compte par les pays qui sont dans le cadre du forum mondial. Donc, on a en fait 10 critères. Et ces critères sont soit en place, enfin, les éléments sont soit en place, c'est-à-dire qu'une législation est là, conforme à ce qu'on souhaite, soit pas en place du tout, soit peut s'améliorer. Alors, la notation, on va passer à 4 cases de classement, un petit peu comme le GAFI, entre pas en place, moyennement en place, pas du tout en place
pas du tout en place. Enfin, je simplifie un petit peu les choses. Donc, les pays vont entrer dans ces cases. Après, quand même, des discussions, mais ça s'annonce plutôt bien. Alors, évidemment, il y en a qui poussent quelques hurlements. Bon, on peut imaginer des pays du G20, un ou deux, qui ne vont pas être très contents, sans doute, de l'endroit où ils vont se retrouver. Bon. Mais donc ces tableaux vont sortir, c'est un petit peu comme au GAFI, si c'est que les critères ne sont pas tous pas exactement les mêmes. Et donc après, évidemment, ce sera à la portée de tout le monde de faire sa liste noire, sa liste grise, etc. La notion de liste, moi je trouve qu'elle est excellente, naming, shaming, on monte du doigt, etc. En même temps, il faut qu'elle ait des conséquences. C'est-à-dire que les relations avec des pays qui sont mal notés soient, d'une manière ou d'une autre, sanctionnées, soit les relations financières, commerciales, fiscales. Donc ça aussi, ça restera, en revanche, du ressort des pays eux-mêmes. On est dans des questions de souveraineté très dures, quand même, sur le plan fiscal. Donc, les listes, il y aura une liste, je pense. C'est un pronostic, hein, parce que tout le monde n'est pas d'accord, l'OCDE, sur la question d'avoir une liste au terme de cette notation. Elles viendront s'ajouter à de multiples listes, parce que ce qu'on oublie un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, à peu près tous les pays, tous les grands pays ont leur liste noire. Nous, on en a une. Alors, on appelle ça liste de pays non coopératifs. Bon, en ce moment même, au Forum mondial, les pays qui ne sont pas passés en phase 2, parce que la phase 1 était insuffisante, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas tous les critères. Il y a 15 pays qui ne sont pas passés en phase 2, et ça a été présenté, par exemple, au sommet de Cannes, au G20 de Cannes l'année dernière, comme une espèce de liste noire, dans laquelle il y a des pays quand même qui sont intéressants. Il a souvent été dit à l'OCDE que l'OCDE n'était pas très sévère, un peu coulante. On a la Suisse, on a les Émirats, on a Panama, bon, le Vanuatu, le Liban, le Brunei, le Libéria, etc. Donc, bon, il y en a d'autres qui sont moins connus, comme le Botswana, les New Nauru. Mais avec la Suisse, je peux vous dire que les Suisses ne sont pas du tout contents d'être retardés en phase 1 pour diverses questions très précises, actions porteurs, etc. Sur la question également, effectivement, de la notification. Donc, il y a cette liste. Et puis, chaque pays donc, a sa liste. Le Canada doit en avoir une, apparemment un peu réduite. Les États-Unis en a aussi. Et il a pu arriver que la France se retrouve, c'est exceptionnel, comme sur la liste de paradis fiscaux pour certains pays, ou que des territoires français le soient. Je crois qu'à côté de chez vous, Saint-Pierre-et-Miquelon a été mis comme paradis fiscal, je ne sais plus par quel pays. Alors, les critères ne sont pas toujours celui de la coopération ou de la non-coopération, mais ça peut être aussi une fiscalité agressive par les taux. Là, on n'a pas parlé des taux d'imposition, mais il y a des pays qui considèrent que c'est de la concurrence déloyale, ce qui n'ont pas tort, et donc qui mettent telle zone dans leur liste noire. Merci. Donc, nous avons juste encore moins d'un quart d'heure. Question pour le Canada. Le Canada a-t-il refusé des listes de données qui lui avaient été proposées par le Royaume-Uni? Et deuxième question, est-ce que certains investissements canadiens dans les pays africains ne viendraient pas des paradis fiscaux, nous demande un interlocuteur. On peut dire qu'en matière de lutte contre la fraude fiscale, le Canada ne fait pas preuve de zèle. Dans le cadre des listes contenues dans un disque dur, les listes relevant de la banque HSBC, le Canada a reçu des dossiers concernant près de 2000 contribuables, mais je ne suis pas au fait là, de toutes les subtilités légales, mais apparemment au Canada, il n'est pas possible, enfin il y a eu des contestations en ce sens, d'utiliser des listes qui ont été volées dans le cadre de lutte contre la fraude fiscale. Donc ça a un peu ralenti le fisc canadien. En ce qui concerne certaines données, on constate que parfois le fisc britannique est prêt à débourser un certain nombre
va débourser des sommes pour obtenir des listes, alors que le Canada ne le fait pas. Donc on est souvent dans un cas de figure comme celui-là. Non, mais il n'y a effectivement pas de zèle, quoi. C'est ce qui est très clair. Et au fond, ce à quoi on assiste aujourd'hui au Canada, et ça me permettrait peut-être de situer le débat autour de l'enjeu de la fraude, quoi. C'est au fond de prétendre faire la lutte à l'évasion fiscale en légalisant aujourd'hui ce qui était frauduleux hier. Essentiellement, et c'est comme ça, donc les traités de non-double imposition dont j'ai parlé tout à l'heure se présentent parce qu'on en signe d'autres, hein, avec Hong Kong, avec le Luxembourg. Là, on est en train de légiférer au Sénat, donc c'est pratiquement fait. On prétend faire la lutte à l'évasion fiscale parce qu'en fait, on légalise le fonctionnement. Et c'est beaucoup dans un certain nombre de pays, disons, un peu... rusés, mais pas très subtils, vont sans doute procéder en ce sens. Et ça devrait être posé. C'est-à-dire que le piège aujourd'hui dans le débat public, c'est au fond, travailler au fond, à strictement judiciariser le débat pour qu'on cesse de le politiser et qu'on se demande comment on va épingler à la marge quelques fraudeurs sans pour autant poser le problème de la légalisation du fonctionnement du système. Et c'est plutôt vers ce genre d'approche qu'on tend. En ce qui concerne... là, je vais peut-être parler du rôle du Canada comme législation de prédilection du secteur minier pour répondre à la deuxième question. Donc, en fait, le Canada, formellement, est censé encadrer l'industrie minière qui s'enregistre massivement chez elle, surtout dans le domaine de l'exploration, hein, pour mener toutes sortes de travaux dans les pays du Sud. Et très souvent, quand les sociétés... Enfin, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des mesures fiscales au Canada qui consistent à inciter les investisseurs à placer leurs actifs strictement dans le domaine minier. Autrement dit, les investissements à risque dans le secteur minier au Canada sont subventionnés par toutes sortes d'incitations fiscales. Donc, au fond, le Canada devient un peu le bas de laine de l'industrie minière mondiale, c'est-à-dire qu'une société belge, par exemple, qui mène des travaux d'exploration dans la province du Katanga, dans le Congo-Kinshasa, va passer par Toronto pour engranger des fonds suffisants pour mener ces opérations. Néanmoins, il arrivera que cette société-là signe son contrat avec le dit État par sa filiale des îles Vierges britanniques, par exemple. Donc, en fait, on s'assurera d'engranger les capitaux nécessaires au financement d'opérations par le Canada grâce à des avantages fiscaux, mais les éventuels revenus de ces opérations, que ce soit par la transaction mettant en cause un gisement ou quelles que soient les opérations qu'on peut imaginer, vont supposer un enregistrement des revenus dans les paradis fiscaux des Caraïbes. Donc, en fait, on gagne sur tous les tableaux. Et on l'a vu beaucoup dans le contexte, dans les analyses qui ont porté sur le rôle des entreprises canadiennes dans le cadre de la guerre des Grands Lacs africains qui a fait des millions de morts. On sait que cette guerre tournait autour du contrôle des gisements miniers. Beaucoup d'entreprises canadiennes ont négocié des contrats en pleine situation de guerre et le rapport notamment de Christophe Lutundula du Parlement congolais a montré que c'était très souvent à partir de filiales offshore qu'on négociait ces contrats-là, tellement que dans certains cas de figure, l'État congolais ne sait toujours pas avec qui il a négocié. Merci. Une question pour Monaco au moins. Quelle est l'action des ministres français nommés au sein du gouvernement monégasque? J'y ajouterai aussi la question, est-ce que les magistrats français nommés à Monaco sont utiles? Il faudrait que le juge Duchesne soit là. Il en a même fait un livre, donc, pour montrer que l'inefficacité, malgré une bonne volonté de la part des magistrats français de vouloir mettre à nu et mettre sur la table certaines affaires, non, c'est pas du tout évident pour des magistrats français, d'autant plus qu'ils sont censés se renouveler à chaque fois. Le renouvellement, en fait, ne se fait pas automatiquement, et certains deviennent plus monégasques que les monégasques eux-mêmes. Donc, il n'y a pas le fait d'envoyer des Français sur ces questions-là n'a pas abouti à régler le problème, et même le juge Duchesne en a fait même un livre où il explique tout ça très clairement. D'accord. Alors, pour terminer, les questions un peu franco-françaises de politique plus générale. Alors d'abord, pouvez-vous aborder l'aspect politique du problème des paradis fiscaux et en particulier du fait que François Hollande a reçu un certain nombre de chefs d'État africains qui étaient visés par l'affaire des biens mal acquis?
Et puis une question, qu'espérer, je résume, qu'espérer d'un nouveau parquet financier? Est-ce qu'il n'aurait pas valu mieux consolider ce qu'on connaissait déjà? Alors peut-être ça c'est une question pour tous, peut-être pour M. Daubert s'il a un point de vue sur le sujet. Sur le parquet financier, moi je crois que c'est une excellente idée. Bon, simplement il faut savoir si la magistrature, ce qu'on peut faire aussi avec la magistrature, en tout cas le faire dépendre du seul parquet de Paris, ce qui apparemment était une des premières idées, enfin peut-être du procureur général, pardon. Si on veut avoir quelque chose qui soit un peu il y a quelques modèles espagnols, etc., il faut que ça soit vraiment quelque chose de très différent, et il faut en même temps que ça s'inscrive dans nos traditions juridiques. Mais sur le fond, je pense qu'il y aura une solution sera trouvée. Sur le fait d'avoir des relations avec tous les pays, bon, mais c'est vrai qu'avec certains, c'est plus compliqué. J'ai été pris comme témoigné pour la qualité des travaux faits par le CCFD par rapport à la Guinée équatoriale. C'est vrai que quand on est au gouvernement, je ne sais pas au gouvernement, mais quand on est au gouvernement, les relations avec la Guinée équatoriale doivent être relativement difficiles. Bon. Je dirais, c'est à gérer, et si la justice est saisie, eh bien, il faut que ça aille jusqu'à son terme. Voilà. Quant aux pratiques même qui sont propres à certains pays du continent africain, mais aussi dans d'autres zones, bon, c'est vrai que ça fait partie de la discipline internationale dans laquelle les pays doivent se plier, parce qu'on ne peut pas à la fois revendiquer, y compris d'être à l'ONU, d'accord, mais être au G20 ou être dans telle organisation régionale ou participer au GAFI ou au Forum mondial, puis se dire on vient là simplement pour montrer notre petit drapeau et pas pour respecter. Parce que derrière toutes ces organisations internationales, il y a des normes. On essaie d'inventer une norme internationale. C'est très difficile, c'est vrai, sur le plan fiscal. Sur le plan judiciaire, il y a eu beaucoup de progrès de fait, en particulier sur la corruption, avec la question des PEP, qui est, je pense, un vrai progrès. Encore faut-il que tout le monde adhère, parce qu'on est quand même dans un système aussi d'adhésion volontaire. Et donc, le mouvement compte beaucoup. Et pour ça que ce qui peut se passer au G20, dans des instances comme celle-là, même s'il y a beaucoup de mousse autour, ça peut donner des impulsions, et après ça, il faut qu'il y ait un suivi qui soit fort. Voilà. Merci à tous.